Bienvenue sur le podcast de Vert. Merci Tom d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ton article que tu as écrit sur le EA Forum, Cultivating Doubt, Why I No Longer Believe Cultivated Meat is the Answer. Donc pourquoi tu ne crois plus que la viande cultivée est la solution. Alors la solution à quoi? On va en parler. Mais d'abord, pourrais-tu nous en dire plus sur ton parcours initial avec la viande cultivée? Merci déjà pour l'invitation Gaëtan. C'est un plaisir de pouvoir reparler de viande cultivée ici. J'ai déjà venu il y a 5 ans, à l'époque où je travaillais chez Gourmet, donc là maintenant c'est dans un autre contexte. Donc la viande cultivée, je pense que j'ai découvert ça en 2015, 2016, 2017, enfin dans ces eaux-là, au départ, juste en tant que personne qui était curieuse, parce qu'à l'époque j'étais déjà végétarien et donc forcément ça a attiré ma curiosité en me disant tiens, c'est peut-être une solution pour réduire la consommation de viande à l'échelle globale. Et j'ai surtout commencé du coup à m'y intéresser plus en détail lorsque j'ai travaillé chez Gourmet, donc une entreprise de viande cultivée basée en France. En 2019, j'ai commencé. Donc de 2019 à 2021, j'ai travaillé chez Gourmet. Fin 2021, j'ai commencé une thèse sur les enjeux environnementaux et économiques des protéines alternatives et de la viande cultivée de facto. Au départ, ma thèse était juste sur la viande cultivée et c'est moi qui ai étendu à d'autres sujets au fur et à mesure parce que il y a pas mal de liens communs entre viande végétale, viande cultivée, microprotéines, tout ça, donc ça avait du sens de tout regrouper ensemble pour ce sujet-là. Voilà, donc du coup j'ai un parcours qui est à la fois académique, puisque je fais aujourd'hui de la recherche autour de la viande cultivée, donc pas dans la recherche biologique, plus sur les enjeux sociaux, économiques, etc. Et j'ai aussi du coup, j'ai eu un pied dans l'industrie, et je continue d'avoir des contacts dans l'industrie, donc ça me donne un peu deux angles de vue, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette perspective parce qu'on pense souvent aux aspects technologiques. Comment on va faire pour avoir de la viande cultivée? Quels sont les processus, parce que c'est assez technique évidemment, puisque c'est un peu à la frontière de ce qu'on sait faire avec la biologie moléculaire, etc. Mais il y a aussi l'aspect forcément social, comment ça va s'intégrer dans la société, est-ce que les gens vont accepter ou tout ça. On en reparlera peut-être plus en détail, mais peut-être pour ceux qui découvrent ce sujet comme ça, qui nous écoutent, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Et puis le terme viande cultivée, c'est vrai que comme tu disais, avec protéines alternatives, etc., ça peut être un peu mélangé. On pense peut-être déjà à des choses qu'on trouve dans les rayons aujourd'hui, alors que c'est pas forcément le cas en France. Donc, qu'est-ce que c'est que la viande cultivée et pourquoi ça a suscité autant d'espoir, notamment dans la communauté altruiste efficace et le véganisme? Ouais. Donc, en 2 mots, la viande cultivée, c'est de la viande produite par culture cellulaire. C'est-à-dire qu'on va prélever des cellules, donc sur un animal qui est soit vivant via une biopsie, soit sur un animal qui a été fraîchement abattu. Soit on peut passer ça dans des œufs, typiquement récupérer des cellules souches dans des œufs fécondés. Ces cellules, on va ensuite les placer dans des bioréacteurs qui sont des sortes de grandes cuves assez similaires à ce qu'on peut trouver par exemple faire de la bière, et on va leur octroyer, on va les plonger dans un milieu de culture qui sera riche en nutriments dont elles ont besoin, avec des facteurs de croissance qui sont nécessaires pour que les cellules se multiplient et éventuellement se différencient. Et éventuellement, on peut aussi ajouter un échafaudage, en anglais c'est scaffold. C'est pas obligatoire, mais si on en met un, ça peut servir à ce que les cellules se multiplient autour et avoir une viande qui est plus texturée. Autrement, ce qu'on récolte à la fin, c'est plutôt une sorte de pâte un peu liquide qui fait ensuite retravailler pour en faire des morceaux de viande déstructurés, type steak haché, végétal, etc. Et donc ces cellules se multiplient, éventuellement se différencient, c'est-à-dire qu'elles passent de cellules souches à un autre type de cellules. Donc ça peut être des cellules de gras, ça peut être des cellules de muscles, des cellules de peau, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut en faire, sachant que la viande, telle qu'on la connaît, quand on la mange, c'est pas que du muscle, en fait, c'est plein de types de cellules différents, et c'est ça qui fait que c'est savoureux. Typiquement, les cellules de gras jouent un rôle important. Il y a un certain nombre de startups qui se sont aujourd'hui spécialisées dans uniquement la production de cellules de gras, parce que c'est savoureux, pour ensuite le mélanger avec des matières végétales. Bref, on récolte ces cellules, on les travaille, on en fait un bon produit, emballer, c'est peser, et on vend ça. Ok. Là, c'est la version simplifiée. Après, dans les détails techniques, on peut en parler aussi. Mais je pense que c'est pas super intéressant pour comprendre les enjeux avant que vous soyez vous-même biologiste, etc. Oui, c'est sûr que... Là, c'est un peu un textbook de ce qu'on peut faire, mais il y a plein de petites variations. Le type de bioréacteur qu'on utilise. Toutes les boîtes ne procèdent pas au même étape de différenciation. Toutes les boîtes n'ont pas le même type de cellules de base. Parfois, on peut aussi immortaliser, même si c'est souvent les cellules qu'on récolte pour pas les réutiliser régulièrement. Ouais, il y a plein de petites variations, mais dans les grandes lignes, il faut comprendre. On prélève des cellules, on les met dans un milieu de culture, dans un bioréacteur, on les récolte, globalement. Ok. Et donc ça, c'est une procédure qui se fait. Donc, tu as mentionné quelques startups. Tu travaillais pour Gourmet. Si je me trompe pas, ils essayaient de faire, ou ils essaient toujours de faire plutôt du foie gras, hein, c'est ça? Il y avait un produit autour de ça? Ouais, donc je pense que
Je sais plus exactement ce que je peux dire ou ce que je peux ne pas dire, donc vous allez être prudent. Mais ils ont quand même annoncé leur souhait de pas faire uniquement du foie gras et juste se positionner sur un segment, on va dire, viande haut de gamme en général. Donc quand même c'est leur produit phare, il y a d'autres produits en développement. Voilà. C'est vrai que donc en France, évidemment, c'est pas encore autorisé à la consommation, mais il y a dans certains pays, ça l'est. C'est lesquels déjà? Je me souviens plus trop. Alors c'est Singapour et Royaume-Uni notamment. Récemment, on a aussi eu une autorisation de mise sur le marché en Australie et Nouvelle-Zélande, je crois, ou peut-être juste Australie, enfin l'un ou l'autre ou les deux. Au Royaume-Uni, on a eu l'autorisation, mais juste pour les animaux de compagnie. Une boîte qui fait de la pâté ou des croquettes, en tout cas de la nourriture pour animaux de compagnie avec des cellules cultivées. Ouais, Royaume-Uni, Singapour et Israël aussi, une autorisation de mise sur le marché à Israël. Et après, on a plein qui ont été déposés, notamment en Suisse, au Royaume-Uni, dans le lieu, mais ça va prendre plus de temps. Je crois qu'au Japon, il y en a aussi qui sont en cours. En plus, c'est un peu plus simple au Japon que dans d'autres pays, etc. Après, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que ces produits sont autorisés aujourd'hui dans ces pays-là qu'on peut les trouver facilement, même à fort prix. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se faire, ça va être une vente un peu plus de marketing, un peu d'esbrouf. Il va y avoir un restaurant qui, pendant une durée plus ou moins limitée, va servir ponctuellement quelques plats qui incluent quelques cellules de viande cultivée. Et en fait, du coup, c'est très ponctuel, très limité dans le temps et en quantité. Et même si ces pays aujourd'hui autorisent la vente de viande cultivée, enfin, en tout cas, pas uniquement pour certaines compagnies, hein, comment dire. Elles n'autorisent pas pour toutes les compagnies. C'est chaque compagnie doit obtenir sa propre autorisation de mise sur le marché. Malgré tout, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement trouver dans ces pays-là. Et typiquement, je sais pas si aujourd'hui, si tu vas à Singapour, tu peux acheter la viande cultivée, tu vois. Ça dépend vraiment de quelles sont les stratégies de communication des boîtes en ce moment, parce que pour l'instant, il n'y a pas de l'argent sur chaque produit qu'elles vendent. Donc, c'est pas pour autant que c'est inutile de le faire, hein. Ça peut être intéressant de le faire pour avoir un peu de relais médiatique, pour leur image, etc. Mais c'est pas encore quelque chose qui, même à un prix élevé, peut s'acheter. Oui, c'est vrai que je crois que c'est à Singapour, il y a juste un seul restaurant et je sais même pas si c'était comme tu disais, c'était Et en un fait, truc. ça change tout le temps. Ouais. Le restaurant, c'est plus le même. Puis à un moment, ils ont fait une fausse boucherie. Je sais pas si c'est encore d'actualité. C'est pas très clair pour moi. Pour essayer vraiment au jour le jour ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est pas du tout des quantités, même modestes, quoi. Enfin, on est vraiment juste sur des échantillons qui sont de temps en temps partagés avec la plèbe. On n'est pas encore sur de la viande cultivée à grande échelle, sûr. Ouais, en Australie, c'est intéressant parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui font la start-up Ville à Sydney et eux ils sont encore dans une phase de recherche et développement, mais leur marché, enfin ils essaient de faire un peu une stratégie à la Elon Musk quand il a fait ses voitures électriques, c'est-à-dire qu'il voulait d'abord faire des trucs très chers pour les gens les plus aisés, aller dans les restaurants 4-5 étoiles et puis essayer d'avoir des viandes qui sont exotiques, genre un truc que tu mangerais jamais, un truc avec des cellules de girafe ou de lui, des trucs complètement. C'est Vogue, ça, non? Ouais, c'est ça, ouais, Vao. Ouais, ok. Vao, ouais. Moi, j'ai déjà rencontré là je crois le fondateur de ça, parce il fait aussi partie de IE ici. Donc c'est cool quoi. Mais après, je sais pas trop, la marche à suivre après pour démocratiser ça. Un truc à avoir en tête aussi, c'est que des produits 100% cultivés, c'est pas ceux qu'on verra sur le marché en premier. Ce qu'on verra en premier, c'est des produits hybrides qui incluent des cellules cultivées dans des proportions plus ou moins modestes avec de la matière végétale ou animale. Typiquement, ce qui s'est passé à Singapour récemment, c'est Eat Food ou Just Food, je sais plus, sur les noms entre temps, donc j'ai un doute. Proposé, c'était 3% de cellules. Et ça a été vendu dans une fausse boucherie, etc. 3% de cellules, je pense, c'est la première. Il y a deux réactions à ça. Soit on se dit, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir juste 3% de cellules? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que ça joue sur le goût? Est-ce que c'est pas juste du marketing? Ou on peut se dire, ah ouais, en fait, ça suffit à avoir typiquement un goût un peu plus prononcé, du goût animal. C'est un excellent moyen d'arriver sur le marché plus rapidement, parce que c'est pas du tout le même coût, évidemment, d'avoir 3% de cellules dans une nugget que d'en avoir 50%, 100%. Et des produits hybrides, ça peut être un peu le sweet spot entre la viande cultivée qui est trop chère et certains produits véganes qui n'arrivent pas à atteindre la parité goût autant qu'on l'aimerait, notamment parce que typiquement le gras animal, c'est un goût qui est difficile à reproduire. La question, c'est, à mon sens, pas de combien de cellules c'est vraiment intéressant, ça je sais pas. Je pense que personne ne sait pour le moment parce que chaque boîte innove et va proposer quelque chose qui sera un compromis entre ce qu'elle peut se permettre de faire financièrement par rapport au coût du produit et l'intérêt gustatif. Et est-ce qu'en fait, c'est quoi les consommateurs que tu vas attirer avec ce produit-là? Est-ce qu'en fait, finalement, sur les mêmes consommateurs
que le plant-based, et à ce moment-là, tu t'en fous un peu, tu auras peut-être un produit qui sera un peu meilleur, mais en termes d'impact, ça changera rien? Ou est-ce que ça suffirait à attirer des consommateurs un peu plus, on va dire, carnistes, mangeurs de viande, qui, eux, du 100% végétal, ça les intéresse pas, mais par contre, dès que cellules, ils se disent, ah ouais, sexy, pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, oui, d'ailleurs, dans l'article, tu mentionnes bien qu'il y a cette possibilité que finalement, ouais, l'impact soit pas celui qu'on imagine, quoi. C'est-à-dire que ça va pas être d'ailleurs, voilà, on peut peut-être rentrer dans les détails. Dans l'article, tu dis que voilà, finalement, la viande cultivée, c'est pas autant la solution que tu espérais. Donc, quelles étaient les promesses initiales de cette technologie, finalement, il y a quelques années, quand ça a commencé à se répandre? Ouais, donc je vais dézoomer un peu pour parler plus généralement d'abord des protéines alternatives. Donc l'idée de base, c'est que, pour soit pour des raisons éthiques, environnementales, on a des très bonnes raisons de manger moins de viande en Occident. Et on a aussi des bonnes raisons de vouloir faire en sorte que les pays qui sont en train de s'enrichir en ce moment ne mangent pas plus de viande à mesure qu'ils s'enrichissent. Le truc, c'est que les gens, ils ont beaucoup de mal à devenir végétariens, encore plus végan évidemment, mais même végétarien, c'est déjà difficile. Et même réduire la consommation de viande, c'est compliqué. Typiquement, moi je connais plein de flexitariens, de plus en plus, mais quand tu regardes au niveau national, la consommation de viande, elle diminue pas. Donc tu vois, ça pose des questions. En fait, soit c'est quand, en effet, ces gens mangent moins de viande, mais que d'autres gens en mangent plus, c'est possible, typiquement parce qu'on voit que l'offre de restauration à emporter, par exemple, ou se faire livrer, ça augmente et les gens mangent plus de viande quand ils mangent pas chez eux que chez eux. Donc ça pourrait en partie expliquer que les gens mangent plus de viande aujourd'hui qu'avant. Mais c'est peut-être aussi qu'en fait, il y a un décalage entre ce que les gens pensent manger ou prétendent manger et ce qu'ils mangent réellement. Typiquement parce qu'en fait, ils comprennent l'intérêt de manger moins de viande, même s'ils ont du mal à le faire quotidiennement. Et donc, en fait, du coup, ils disent végétariens, même si dans les faits, bon, bah, ça change pas grand-chose, quoi. Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est compliqué d'avoir beaucoup de gens végétariens, et la part de végétariens en Occident, elle a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. On a l'impression que c'est plus d'actualité, etc., mais c'est pas clair quand tu regardes les chiffres. Donc, les protéines alternatives, la promesse, c'est de se dire, OK, on va proposer un produit qui sera équivalent en termes de qualité organoleptique, d'expérience à la viande. Donc, ça a le même goût, ça se cuisine de la même manière, ça remplace poste pour poste des produits carnés dans notre alimentation. Mais c'est du végétal, ou des champignons, ou de la viande cultivée. Donc, c'est un impact environnemental qui est bien moins important. Et donc, il y a pas mal de choses par rapport à ça. Donc, une première hypothèse, c'est de dire que pour que ça fonctionne, souvent, on va faire ce qu'on appelle la théorie de la parité prix, parité goût. C'est un peu ce que pousse GFI, le Good Food Institute, qui est de dire qu'en fait, on aura un peu un élément de bascule une fois qu'on aura atteint cette parité prix et parité goût pour ces produits, où là, ça va être bien plus acheté qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire que les gens sont relativement indifférents au caractère intrinsèquement carné de la viande. Ce qu'ils veulent, c'est juste un truc pas cher, bon et qui correspond à leurs habitudes. Et donc, dire que le végétal ou autre sera moins cher, les gens le consommeront. Et l'autre idée, c'est de dire que ces produits, évidemment, ont un impact plus faible que ce qui remplace. Parce que, évidemment, si ta viande végétale a un impact environnemental qui est aussi important que ta viande conventionnelle, il peut remplacer, ça bien pour les animaux, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, mais ça résout pas le problème environnemental. La viande cultivée, là-dedans, elle s'inscrit avec l'idée que il y a un certain nombre de consommateurs qui seront peut-être pas satisfaits ou pas intéressés par les options végétales ou à base de mycoprotéines, etc., parce que c'est des consommateurs qui seront très attachés à la viande. Et donc, ce segment de consommateurs qui serait pas intéressé par le végétal, on va réussir à l'attirer avec de la viande cultivée, parce que ce sera vraiment de la matière carnée, quoi, biologique, ce sera et donc ça peut permettre de trouver des nouveaux consommateurs par rapport au végétal. Et plus généralement, on peut juste se dire que vaut mieux miser sur plusieurs chevaux, comme ça, s'il y en a un qui pour une raison ou autre n'arrive pas à aller au bout de la course, en fait on a d'autres qui sont encore en train de courir. Et donc si pour X ou Y raison le végétal fonctionne pas, on aurait été content d'investir aussi sur la viande cultivée et les mycoprotéines, en général les protéines par fermentation. Ça, c'est un peu dans les grandes lignes l'idée principale. Et donc, du coup, ouais, avec le recul de plusieurs années, aujourd'hui, quels sont les obstacles principaux que tu identifies face au succès de la viande cultivée, qui s'oppose à une mise en place à grande échelle, par exemple? Et pourquoi ça... Alors, je vais distinguer deux types d'obstacles qui sont des obstacles liés à sa réussite pour arriver sur le marché et des obstacles liés à son impact. Donc, les obstacles liés à sa réussite pour arriver sur le marché, bon, le plus évident, c'est évidemment la question du coût. Est-ce qu'on arrivera à réduire assez le coût de la viande cultivée pour rendre ça compétitif? Et on peut même ajouter, est-ce qu'on aura aussi les moyens de construire toutes les usines nécessaires pour produire de la viande cultivée
dans un temps qui soit pas non plus immense. Notamment en 2021, je crois, tu avais un papier qui disait que si on voulait avoir ne serait-ce que 0,4% de la consommation de viande actuelle remplacée par de la viande cultivée, faudrait entre 20 et 25 fois le nombre de bioréacteurs qu'on a aujourd'hui dans le monde pour atteindre ça. Donc pas seulement la viande cultivée, un bioréacteur, c'est aussi utilisé en milieu pharmaceutique, biomédical, etc. C'est pas juste des trucs de R&D. Et bon, déjà c'est beaucoup de travail, ça prend du temps, et c'est des coûts très importants d'infrastructure. Et donc ça demande des investissements forts qui sont vraisemblablement pas atteints uniquement par les investisseurs privés. Il faudra une forte aide du public pour atteindre ce niveau d'investissement-là. Aujourd'hui, par exemple, on voit que dans beaucoup de pays, MQV n'a pas trop la cote politiquement. Ce qui est vraiment en question peut-être le niveau d'investissement public qu'on aura. Donc ça, c'est un aspect qui est l'infrastructure, mais il y a aussi la question du coût. La viande cultivée, le premier prototype, par Markpost, on était $250 000 le steak. Aujourd'hui, ces coûts ont prodigieusement diminué, faut le souligner. Donc c'est assez impressionnant les progrès qui ont été faits. Mais on reste sur un coût, même dans les scénarios optimistes, autour de $20 le kilo. De coût de production, qui est pas le coût de vente évidemment, parce que après il y a besoin d'intermédiaires, etc. Et moi, quand je discute un peu avec des gens de l'industrie et qu'en plus je regarde des analyses cycle de vie, les analyses cycle économiques, c'est un peu un prix plancher, qui paraît difficile d'aller encore en dessous. Ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, c'est relativement facile entre guillemets d'aller jusqu'à ce prix-là, mais après chaque effort supplémentaire est de plus en plus difficile. C'est un peu l'idée du dernier kilomètre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le plus dur, c'est toujours à la fin. C'est plus difficile parfois de passer de 20 € à 15 € que de 100 000 € à 20 €. Et pourtant, pour les consommateurs, à $20 de coût de production, ça fait des produits qui seraient vendus bien plus cher que la viande conventionnelle. Et en fait, ça suffira pas à en faire un produit de masse, quoi. Donc, le coût, c'est vraiment le facteur principal aujourd'hui qui peut créer des doutes. Et il y a notamment un article qui était paru dans The Counter, je crois, il y a quelques années, par Joe Fraser, qui avait fait beaucoup parler de lui parce que ça avait un peu fait une grosse douche froide pour beaucoup de gens qui s'imaginaient que ce serait facile d'avoir des coûts de production qui diminueraient quasiment à l'infini. Premier point. Oui, il y a un petit peu j'imagine l'analogie avec les panneaux solaires qu'on a envie de faire quand on se dit ça coûtait beaucoup plus cher que l'énergie à base d'énergie fossile, donc ça n'arrivera jamais. Et puis en une décennie, c'est moins cher qu'aujourd'hui, donc. Ouais. Mais en fait, ce qui est remarquable avec les panneaux solaires, en plus, c'est que les coûts sont bien plus faibles que les projections, même les plus optimistes. En fait, du coup, parfois, des gens qui soutiennent la mobilité vont dire les projections, on s'en fiche un peu, ça veut rien dire. Regardez les panneaux solaires. Moi, je suis pas spécialiste en technologie, mais je pense que pour un exemple des panneaux solaires, tu dois avoir, je pense, plusieurs exemples de technos qui n'ont pas réussi à scale. Pourquoi la viande cultivée serait plus proche du panneau solaire que les technos à scale? C'est pas clair pour moi. En tout cas, je pense qu'il faut pas juste se dire on a eu des exemples qui ont fonctionné, donc ça a fonctionné, parce qu'il y a un peu un biais du survivant. Il faut aussi regarder tous les exemples qui n'ont pas fonctionné. Après, encore une fois, moi, je suis content de me tromper, et je pense que d'ailleurs, c'était même pas pour moi l'enjeu principal, du coup. Je pense que c'est bien d'avoir en tête. Et typiquement, je pense qu'avec même juste des produits hybrides et une sorte d'inversion des subventions qui passerait des produits carnés aux protéines alternatives, tu pourrais déjà avoir des produits avec des cellules, avec des prix abordables. Notamment si ta quantité de cellules, elle est relativement limitée, tu vois. Donc, ouais. Pour moi, le coût, c'est évidemment un facteur important, mais peut-être plus sur la question de la construction de nouvelles usines que vraiment le coût en elle-même. Pour moi, c'est pas critique, même si c'est une limite à prendre en compte. La deuxième limite à prendre en compte, pour l'arrivée de la viande cultivée, je pense, c'est les enjeux politiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as plusieurs pays qui ont interdit, ou sont en train d'interdire, ou veulent interdire la viande cultivée. Parmi les pays qui l'ont interdit, notamment l'Italie, on a plusieurs États aux États-Unis, et en France, nous, on a fait des amendements pour interdire la viande cultivée, par exemple, dans les cantines scolaires et dans la restauration collective en général. Donc, ce risque politique, je pense qu'il est important parce que on n'a pas envie d'avoir un scénario comme les OGM, où en fait, même si la techno est prometteuse, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'OGM en Europe pour la consommation parce que il y a eu une sorte de levée de bouclier populaire et politique, et aujourd'hui, ça devient presque un tabou, quoi. Et même s'ils sont progressivement réintroduits, les OGM en Europe, c'est compliqué. En plus, c'est vrai qu'on peut voir à quel point c'est similaire, quoi. Je veux dire, ça reste quelque chose qui est fait pour beaucoup de gens, ça a l'air d'être pas naturel, alors que bon, quand on creuse vraiment, on se rend compte que même l'élevage traditionnel n'est pas naturel. Naturel, c'est clair.
Voilà. Donc en fait, tout ce qui vient, tout ce qui est dans notre frigo, finalement, a été dans un laboratoire à un moment donné. Donc dire que ça a été fait dans un laboratoire, c'est pas un argument très solide. Mais il y a quand même cette réaction, ce yak factor, comme on dit en anglais. Voilà, c'est un peu bizarre comme truc. Mais et donc les OGM, c'est un exemple qui est un peu flippant, quoi. Ouais, bah c'est clair. En tout cas, je pense que c'est parallèle de se dire, il y a un risque politique qui est important, et d'autant plus qu'on voit que c'est déjà en œuvre. Enfin, aujourd'hui, t'as des pays qui l'interdisent, et même, c'est-à-dire que ce qu'a fait l'Italie et la France, par exemple, ce sera secondaire par rapport à ce que décidera l'UE, parce que c'est l'UE qui, in fine, décidera si oui ou non la viande cultivée peut être autorisée sur le marché européen, puisqu'au niveau de l'agriculture, c'est l'UE qui décide. Mais en fait, même dans l'UE, la viande cultivée, il faut qu'elle passe à la fois par une évaluation de l'Agence sanitaire européenne, enfin le FSA, et ensuite c'est la Commission européenne qui décide si oui ou non, au regard des résultats de l'EFSA, on autorise la viande cultivée. Mais comment dire, c'est pas uniquement une validation technique, c'est une décision politique qui est prise. Et cette décision politique, en l'UE, tous les acteurs n'ont pas le même pouvoir. Et typiquement, la France et l'Italie ont beaucoup plus de pouvoir que la Roumanie et la Pologne, quoi. Parce qu'il y a plus d'habitants, historiques et compagnie. Donc ça peut beaucoup jouer sur l'interdiction de la viande cultivée en Europe, par exemple. Le fait que la France et l'Italie soient contre, c'est pas les seuls pays avec des velléités entre guillemets anti-viande cultivée. Est-ce que aujourd'hui on sait un peu quelles sont les raisons pour lesquelles, par exemple, l'Italie a interdit quels arguments ils vont mettre sur la table? Ouais, bon, il y a plusieurs arguments. Ceux qui mettent sur la table, ils sont pas très intéressants. C'est juste de dire ah c'est pas naturel, c'est un danger pour nos éleveurs. En fait, du coup, c'est un peu du populisme de base, quoi. En fait, c'est du populisme qui est facile parce que la viande cultivée, c'est pas très populaire. Personne n'en veut quasiment. À part les gens un peu technophiles, le quidam moyen, ça intéresse pas, quoi. Même ça lui fait un peu peur de se dire oula, qu'est-ce que c'est que ce truc de laboratoire, ça me fait peur. Donc en fait, il y a un truc un peu populiste facile à faire. L'autre enjeu qui est pas dit, c'est qu'en fait, en plus ou moins dit, c'est que c'est des pays qui ont des grosses économies agricoles avec un fort pouvoir politique des éleveurs, généralement de l'agriculture. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'on rend bien compte que quand t'as une manifestation d'éleveurs, une protestation d'éleveurs, ça prend tout de suite beaucoup plus d'ampleur que quand c'est les étudiants qui protestent. D'une part parce que les éleveurs sont très bien vus par la société globalement. Tout le monde est à raison, ou je pense, attaché à la production de nourriture et aux gens qui la produisent. Parce qu'il y a un côté très émotionnel aussi, presque, de reconnaissance du travail de ces gens-là, qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi le côté, ces gens qui ont un pouvoir d'une nuisance qui est assez important, et du coup, forcément, ils sont plus écoutés. Et même pour les politiques, c'est une base de citoyens importante, et vu que beaucoup de gens sont attachés au sort des éleveurs, un parti politique qui négligerait les éleveurs serait très mal vu, quoi. D'ailleurs, beaucoup de partis politiques veulent se montrer comme des alliés des éleveurs, et on voit beaucoup ça avec l'extrême droite d'ailleurs, qui essaie de se mettre du côté des éleveurs et compagnie. Donc, dans des pays comme la France et l'Italie, où il y a une grande importance à l'agriculture et à l'élevage, c'est pas très étonnant en fait qu'on ait cette méfiance-là, qu'on n'est pas du tout à Singapour ou Israël, ou pour vous comme ces pays qui ont très peu de surface, il y a en fait très peu d'éleveurs, enfin ces pays qui importent quasiment toute leur viande, etc. Donc la logique politique, économique est très différente. Et d'ailleurs que Israël avait, leur raisonnement, c'est l'idée de se dire, ouais, effectivement, Israël, déjà, ils sont entourés quand même de pays assez hostiles, et donc pour eux, la sécurité alimentaire, c'est important, et donc suffisance, quoi, s'il faut. Et donc avoir des alternatives technologiques, ça les intéresse, quoi. L'Australie, je sais pas trop. L'Australie, c'est étrange parce que c'est un pays qui est pour le coup aussi un petit peu comme la France, avec un très gros lobby de l'agriculture, élevage traditionnel. Il y a des énormes fermes de bovins au milieu du nulle part, quoi, et ils exportent, et ils sont aussi, on dit souvent, en cas de troisième guerre mondiale, l'Australie s'en sortirait pas mal parce que il y a de quoi faire en termes de nourriture, même si c'est exagéré, mais c'est étonnant qu'ils aient été assez ouverts à l'idée d'autoriser ça, même de manière préambulaire, je sais pas. C'est curieux, je connais pas très bien le contexte politique australien pour te dire. C'est que moi j'ai vraiment en tête l'archétype européen, français, italien. Même, tu vois, Singapour par exemple, ils ont un plan qui s'appelle 30 by 2030. 30% pour 2030, 30 pour 2030, c'est d'avoir 30% de production de protéines locales d'ici 2030. Et du coup, ça passe forcément, quand on est à Singapour et qu'on n'a pas de terre, par des solutions qui demandent très peu de terre, donc viande végétale, viande cultivée et compagnie, quoi. En tout cas, c'est vraiment très central dans ces pays-là, une stratégie assumée de dire on a besoin de suffisance alimentaire, autosuffisance alimentaire, et du coup, il nous faut des stratégies
alternatives de production de protéines, d'où ces choses-là. Et juste pour revenir du coup sur le côté politique, je pense qu'il faut ça a aussi un côté juste donc lobby agricole important, pas de base citoyenne vraiment intéressée par la viande cultivée et donc pas d'intérêt politique à défendre la viande cultivée finalement. Tu te tirais plus une balle dans le pied qu'autre chose. Et d'ailleurs aujourd'hui tu retrouves cette opposition à la viande cultivée aussi bien chez les écolos en France que chez les conservateurs. Enfin, c'est vraiment les deux. Ceux qui disent le moins dessus, c'est typiquement En Marche et compagnie, qui en fait non, je dis ça, c'est même pas vrai parce que Julien de Normandie, qui était ministre de l'Agriculture sous Macron, disait qu'il voulait interdire l'agriculture en France. Attal était contre la viande cultivée récemment, donc en fait tout le monde est contre finalement la viande cultivée en France. Je crois que c'est peut-être chez les filles, je crois qu'ils sont assez neutres. Voilà. Et je pense que le dernier point à comprendre, c'est aussi le côté, notamment aux US, le côté ce qu'on appelle le Identity Wars ou Culture Wars, où en fait, aux US, la viande conventionnelle, c'est vraiment perçu comme un facteur d'identité du conservateur, notamment de l'homme conservateur, républicain et compagnie. Et à l'inverse, le végétarisme, le soja, c'est tout des soy boys, des démocrates, et en fait, ça devient un facteur identitaire très fort, le fait de consommer de la viande et de ne pas être végétarien et compagnie. C'est plus un facteur identitaire de consommer de la viande et de pas être végétarien que d'être végétarien. C'est-à-dire que les démocrates sont pas tous végétariens, loin de là. Par contre, les conservateurs sont très opposés au végétarisme et très attachés à leur viande. Et du coup, la viande cultivée, c'est perçu comme une attaque à cette identité conservatrice américaine. Et les États qui ont interdit la viande cultivée aux États-Unis, c'est que des États conservateurs. C'est aucun État démocrate qui a interdit la viande cultivée. Et je pense qu'on a ça dans une moindre mesure en France. Mais du coup, il y a vraiment une opposition conservatrice, identitaire à la viande cultivée, qui a aussi, je pense, à comprendre, notamment dans un contexte de droitisation, d'excès de droitisation politique globale, ça va pas jouer en faveur de la viande cultivée. Ouais, c'est vrai. Ça rappelle un peu aussi à quel point les discours sur l'environnement ont été politisés aux États-Unis. Al Gore, qui était de gauche, enfin de démocrate, qui fait un film. Donc forcément, t'as la moitié des États-Unis qui s'y opposent et qui pensent que c'est des conneries, que c'est un complot, et donc ils deviennent des climate denial. Ça se répand. C'est vrai que c'est jamais bon quand il y a comme ça une sorte de culture war qui s'impose, qui se mêle là-dedans. Ouais. Je pense idéalement on n'aimerait pas qu'il y ait une forme de politisation identitaire de la viande parce que on sait qu'on va se fermer une partie de la population alors que l'objectif c'est la viande de tout le monde, pas juste des démocrates ou des conservateurs. Bien sûr, ouais. Il y a déjà aussi un petit peu des luttes similaires sur les protéines végétales avec notamment le fait qu'on peut pas enfin, il y a des gens qui veulent pas qu'on appelle le lait de soja le lait, c'est de l'eau ou c'est du jus, mais c'est pas du lait parce que le lait ça vient des vaches ou des brebis. Enfin, pareil pour le fromage ou même de la saucisse. Enfin, après ça devient ridicule parce que qu'est-ce que c'est qu'une saucisse quoi? Je veux dire, la définition ça devient presque de la philosophie à la. Moi je sais plus le gars qui travaille sur les mots là, on peut pas définir un jeu parce que tu trouveras toujours Wittgenstein. Ouais, on a déjà ce genre de choses quoi. Donc ouais, tu disais en termes d'obstacles, donc technologiques, politiques, culture war, est-ce qu'il y en aurait un autre ou Ouais, et le dernier, c'est celui que j'ai lu dans mon article, et l'idée de, peut-être même si la viande cultivée aurait réussi partiellement, on va dire, la question c'est qu'est-ce qu'elle va remplacer. En fait, pour moi aujourd'hui, c'est pas clair du tout que la viande cultivée remplacerait la viande conventionnelle. Je pense qu'elle rentre bien plus en compétition avec la viande végétale. Notamment. Pourquoi je pense ça? Parce qu'on a quelques études qui suggèrent qu'il y a une forte corrélation entre l'appétence pour la viande cultivée et l'appétence pour la viande végétale. Autrement dit, c'est les mêmes consommateurs qui sont intéressés par les alternatives végétales et les alternatives cultivées. En fait, il faut imaginer un type de consommateur qui est juste intéressé par les alternatives à la viande en général. Et je pense que c'est d'autant plus vrai si on considère que pendant un moment, les produits hybrides seront les seuls qu'on trouvera sur le marché, et ce seront donc des produits qui seront à grande majorité végétales, a priori, avec vraiment une quantité de cellules qui serait de l'ordre 20%, c'est déjà énorme. Est-ce que du coup tes consommateurs très intéressés par la viande soient encore intéressés par des produits hybrides? C'est pas clair, et en fait on a très peu d'études sur ce point-là. Donc ça, c'est beaucoup d'hypothèses. En fait, même les études sur le fait qu'on a en gros les mêmes consommateurs intéressés par ces deux produits-là, ça prend avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait les produits n'existent pas sur le marché. Donc en fait les gens émettent des intentions à propos d'un produit qu'ils peuvent pas acheter, qu'ils connaissent mal, etc. Donc bien sûr faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Et en tout cas je suis assez convaincu que t'as un overlap qui est très important
entre les gens intéressés par la viande cultivée et les gens intéressés par le végétal, notamment en cas de produits hybrides. Et par ailleurs, je pense que on sous-estime les progrès que fera le végétal au moment où la viande cultivée sera disponible. C'est-à-dire que moi, quand je suis végétarien il y a 10 ans, je mangeais des vieux steaks de soja sun dégueulasses à la tomate. Ça ressemblait pas du tout à la viande, c'était pas bon, c'était cher. En 2019, je crois, 2018, Beyond Meat qui arrivait, c'est révolution, quoi. Et aujourd'hui, je mange régulièrement des produits que je trouve vraiment fous, quoi. Ça n'a même pas 10 ans. Récemment, j'ai mangé le poulet Swap, qui est super impressionnant, le jambon La Vie, qui est bluffant, etc. Et je pense que de plus en plus de produits sont très impressionnants, arrivent à la parité goût. Les nuggets, c'est des steaks, etc. On y est, on n'est pas loin du tout. Et on le sera de plus en plus pour des produits de plus en plus complexes. Et sachant que la viande cultivée, c'est pas pour demain, c'est pour au moins 10, 15, 20 ans. Même pour les produits hybrides, ce sera pas tout de suite. En fait, il faut prendre en compte ce progrès du végétal. Et est-ce que dans 10 ans, quand le végétal progressait aussi rapidement qu'il a fait depuis 10 ans, il y aura encore un intérêt très fort de la viande cultivée niveau organoleptique par rapport au végétal? Bah, encore une fois, je suis pas trop sûr, quoi. Donc on en revient à une forme soit de fétichisme de la matière, dire en fait, ok, même si ça a le même goût, c'est vraiment des cellules de viande, là ça m'intéresse, quoi, parce que moi je suis un gros mangeur de viande, j'ai besoin de ma brioche, etc. Pourquoi pas, tu vois, mais en fait, si t'as des produits hybrides, bah t'auras même pas cet effet-là, en fait. Enfin, je pense que le gap, l'écart attendu en termes de expérience gustative entre le végétal et la viande cultivée, il va se réduire de plus en plus jusqu'à être quasiment indistinguable à mesure que le végétal progressera. Pour moi, il n'y a aucun obstacle définitif à ce que le végétal soit aussi ressemblant que la viande cultivée pour l'immense majorité des produits qu'on consomme. Il y aura peut-être quelques exceptions par-ci par-là, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que même des produits qui paraissaient difficiles à faire avec du végétal ont des très bons substituts, notamment Juicy Marble, je sais pas si tu connais. C'est une boîte européenne qui fait des morceaux de bœuf, type que tu imagines dans un bourguignon ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est super impressionnant, quoi. C'est des morceaux de bœuf très structurés, avec la bonne texture, etc. Ouais, j'ai déjà mangé parce que c'est vrai que je trouve pas forcément les mêmes produits ici, mais en Australie, mais il y a des marques aussi super intéressantes et bon, il y a les Beyond Meat, Impossible Burger, ça existe, mais il y a des substituts de poulet, des substituts de. Après, c'est vrai que il y a une critique que j'entends parfois, c'est que ça reste des produits transformés, donc c'est pas nécessairement ce qu'on appelle whole food. Donc bon, c'est sûr que c'est pas le genre de truc que faudrait peut-être pas manger ça à tous les repas. Ça reste quand même des fois. Mais c'est vrai, vrai pour la viande. La viande. Ouais, c'est vrai. Donc à la limite, moi je trouve que c'est bien de pouvoir avoir la possibilité de se faire un burger de temps en temps ou des choses comme ça. Je profite de cette parenthèse parce que il y a des études qui se sont intéressées justement à la comparaison nutritionnelle et sur la santé des produits viande végétale dite transformée, très transformée versus la viande conventionnelle. Et en fait, ce que les études ont trouvé, c'est que les viandes végétales sont pas moins bonnes pour la santé, au contraire, elles sont même meilleures a priori, même quand elles sont transformées. Et malheureusement, je pense que les consommateurs n'entendent pas tout ça de cette manière-là, parce qu'il y a un peu une forme d'objection très forte au côté transformé et très transformé. Mais en fait, c'est une heuristique qui a un peu ses limites. Et même si bien sûr c'est mieux de manger des lentilles que de manger un steak végétal transformé, en fait un steak végétal transformé ça reste mieux que de la viande, notamment de la viande rouge. Si on regarde la viande transformée, ce qui est saucisson et compagnie, quoi, c'est un poison, quoi, quasiment. Ouais, enfin, quoi, c'est des produits bien sûr à manger avec. Je pense que c'est mieux si tu manges des produits traditionnels, peu transformés, type produits traditionnels, lentilles ou même tofu, etc. Enfin, tofu c'est transformé, mais en tout cas ça reste plus simple. Mais en fait, il n'y a pas de problème à en consommer régulièrement de ce qu'on fait actuellement, quoi. Ouais. Et du coup, je me demandais si les cellules, donc les produits hybrides avec des cellules de viande cultivée qui seraient ajoutées à des produits végétaux, ça aurait pas un aspect marketing du style, on a des protéines animales dedans, donc les protéines animales, c'est des protéines plus complexes peut-être avec aussi du fer et des choses qui peuvent peut-être plus difficilement être trouvées dans des produits purement végétaux, parce que c'est, ouais. De toute façon, je pense que l'argument des cellules, il serait quasiment que marketing. La question, c'est à partir de combien de cellules ton marketing fonctionne, et est-ce que c'est un nombre de cellules que tu peux atteindre, enfin pour ça aussi que tu peux atteindre en termes de coût. Typiquement, est-ce que 3% de cellules, comme c'est le cas aujourd'hui dans les produits qu'on trouve à Singapour, ça suffit? Je sais pas, tu vois. C'est pas j'en doute, c'est un vrai je sais pas, tu vois. On a vraiment une compréhension de qui sont les consommateurs intéressés par les produits hybrides. Est-ce que c'est des consommateurs qui sont déjà flexi ou végé, ou en tout cas dans une démarche de réduction de la viande, ou est-ce que c'est des consommateurs qui resteraient des
gros morceaux de viande. Et en fait, on a vraiment très très peu de données là-dessus. Et pour moi, c'est un gros gap de la recherche aujourd'hui dans la compréhension des enjeux de la viande cultivée. C'est cette question des produits hybrides. En fait, il y a très peu d'études qui s'intéressent à ça parce que qu'ils ont toutes les études sur l'accessibilité, elles s'intéressent à de la viande cultivée 100% cultivée. Idem pour les études sur l'impact environnemental, on n'a que des études sur des produits 100% cultivés, etc., etc. En fait, on a très peu de questionnements sur les produits hybrides parce que je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé le fait ou pas vu venir le fait que ce serait les premiers produits qu'on verrait et les seuls pendant un moment. Donc il faut creuser. On a besoin de plus d'infos. Et il y a un truc aussi, c'est que bon, on vit dans une période où on a un progrès technologique, notamment en termes d'intelligence artificielle, qui progresse très vite. Et il y a beaucoup de gens qui anticipent que peut-être d'ici la fin de la décennie, peut-être la décennie prochaine, on aura une IA générale, super IA, des choses comme ça, qui seraient capables d'accélérer la recherche scientifique, enfin d'être super intelligents dans quasiment tous les domaines. Donc on pourrait se dire, est-ce que ça pourrait pas accélérer la recherche dans des bonnes, voilà, des meilleures façons de faire de la viande cultivée, de faire de la mise à l'échelle, enfin ce genre de choses, des choses. Est-ce que finalement le bottleneck il est purement, tu as déjà dit qu'il n'était pas purement technologique, mais à quel point une IA, je sais pas, pourrait changer la donne. C'est toujours un petit peu la point d'interrogation que je mets dans le futur parce que ça pourrait tout changer, mais c'est pas non plus une poule aux œufs d'or comme on dit. Ouais. Après, moi, je m'y connais moins en IA. Donc en fait, j'imagine que ça va dépendre en partie de la puissance que tu accordes à cette IA. En fait, si elle est quasiment omnipotente, bien sûr qu'elle pourrait cultiver. Mais encore une fois, cultiver, quand il y a des questions techniques, mais il y a aussi des questions de construire une usine, ça coûte cher. Tu vois, je sais pas à quel point l'IA t'aidera à construire des usines pour moins cher, plus rapidement et compagnie. Il y a des questions politiques qui, ça, je pense, sont parfaitement résolues par des IA et qui sont, je pense, un gros bottleneck. Et là, je pense que c'est très difficile de se projeter dans un monde où l'IA serait suffisamment puissante pour accélérer très rapidement la vie cultivée. Donc c'est compliqué à dire. J'ai pas trop d'avis dessus en fait. Je pense que j'ai un peu de mal à me projeter. C'est évident que l'IA, même sans arriver à l'AGI, pourrait aider à réduire les coûts de viande cultivée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes de viande cultivée qui s'intéressent de plus en plus à l'IA. Quand je dis viande cultivée, il faut aussi comprendre d'autres acteurs B2B qui par exemple font que du médiaculture ou que des bioréacteurs, etc. Enfin, c'est pas que des gens qui font le produit final. Ça rentre, c'est en train de rentrer, et ça va peut-être être game changer, tu vois. Je sais pas, en tout cas, c'est quand même pris en compte. Encore une fois, c'est pas le seul frein, je pense. Et, typiquement, moi, mon argument, il est pas uniquement de dire, la viande cultivée va pas arriver sur le marché à cause du coût. Je pense que c'est une barrière, mais qui est pas la principale. Il est plus de dire, en fait, d'une part, il y a d'autres risques politiques, sociaux, etc. Et ensuite, surtout, même si la viande cultivée arrive sur le marché, d'une part, son avantage comparatif par rapport au végétal sera relativement faible, et en plus, elle va attirer les mêmes consommateurs. Tout ça pour, par ailleurs, avoir vraisemblablement un impact environnemental qui sera plus fort que la viande végétale, ça c'est quasiment sûr, que la viande cultivée émettra plus d'émissions de gaz à effet de serre, etc., que le végétal. Et donc, en fait, il y a un risque, aujourd'hui, en se concentrant trop sur la viande cultivée, de dilapider nos ressources. Il y a aussi un risque de débordement de la version politique que beaucoup de gens ont vis-à-vis de la viande cultivée qui pourrait ressortir aux structures qui les soutiennent et qui soutiennent d'autres produits. Et voilà, juste une question finalement de coût d'opportunité. En fait, on soutient une solution qui va pas apporter grand chose de plus par rapport au végétal qu'on a déjà, mais qui pourtant demande beaucoup de ressources, c'est compliqué. Ouais. J'identifie aussi dans mon article quelques autres effets potentiellement négatifs. Typiquement, ça peut aboutir peut-être parfois une approche plus attentiste, cause une forme de technosolutionnisme. Je sais plus trop ce que je mets en avant comme argument. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends aussi de temps en temps, qu'il y a un petit peu cette envie de croire que ça arrivera de notre vivant. Donc, de se dire, je mange de la viande, mais au fond de moi, j'aime les animaux et je sais qu'un jour, en gros, c'est un peu comme si tu délais le bien que tu veux faire dans le monde, quoi. Tu dis, mon futur moi, ouais. Il fera le bien, mais pour l'instant, je mange de la viande. Après, peut-être, tu vois, que c'est des gens qui, dans tous les cas, auraient trouvé une autre excuse pour continuer à ne pas diminuer leur consommation de viande. Pas trop savoir. Mais en tout cas, ça peut rentrer dans de compréhension de est-ce que la viande cultivée est nette positive ou non. Faut prendre en compte ses effets positifs attendus, mais aussi ses effets négatifs attendus. Donc, pour une compétition, les ressources, pour ces effets-là. Et je pense même, un peu plus pernicieuse, pour moi, il y a un truc qui à prendre en compte, c'est le côté, à cause de la viande cultivée, les autres alternatives paraissent un peu fades, tu vois, paraissent moins intéressantes. Même du végétal très impressionnant, tu te dis, ok, mais c'est pas non plus
il y a bien cultivé. Tu vois ce que je veux dire? Un côté un peu où ça rend moins beau les autres. Tellement ça me paraît incroyable et le Graal, quoi. Et en fait, oui, bah, si tu imagines le Graal, le reste à côté, ça peut sembler moins impressionnant. Et tu vois, bon, c'est des trucs qui sont difficiles à quantifier, mais je pense que ça joue quand même un peu sur l'image qu'on peut se faire d'autres protéines alternatives ou d'autres produits, de se dire, ouais, mais c'est pas non plus parfait, quoi. Parce que ce qui est parfait, c'est la viande cultivée. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, ça peut avoir un impact négatif, quand bien même elle arrive sur le marché et à être vendue, etc. Parce qu'en fait, elle va soit remplacer du végétal qui a un impact plus faible sur l'environnement, et en plus, ça fera du mal, entre guillemets, à l'image et aux ressources qu'on peut dédier aux autres protéines alternatives. Donc, je pense que c'est à considérer aussi, ces aspects-là. Il cannibalise finalement un peu le marché qui existe déjà dans les produits végétaux qui s'adressent aux gens véganes et végétariens qui veulent avoir un impact positif, notamment en termes de souffrance animale, mais aussi d'environnement. Donc, c'est pas une bonne chose, quoi, qui est finalement, ouais. Parce qu'après, il pourrait avoir un tout petit peu, un grappiller un tout petit peu des carnistes, on va dire, les convaincre peut-être qu'une fois par semaine, ils peuvent se faire un steak de viande cultivée, mais ils peuvent déjà se faire un steak de viande végétale, quoi. Je veux dire, ça change pas non plus la donne. Ouais, en fait, je pense que la question, ça va vraiment être qu'est-ce qui remplace la viande cultivée? Et en fonction de ce qu'elle remplacera, l'effet sera net positif ou net négatif. Si elle remplace exclusivement du végétal, c'est évidemment net négatif. Si elle remplace exclusivement de la viande conventionnelle, c'est net positif. Et en fait, ce sera forcément entre les deux. Ça va cannibaliser un peu du marché végétal et on espère un peu du marché conventionnel. Mais est-ce que ça cannibalisera suffisamment, enfin, est-ce que ça va suffisamment au marché de la viande conventionnelle pour que d'une part, ça vaille le coup de mettre autant de ressources là-dedans plutôt que de les mettre ailleurs, et ensuite pour compenser finalement l'impact négatif que ça aura en cannibalisant le végétal. Après, j'ai pas de réponse définitive, je pense juste que c'est des interrogations qu'on doit avoir, et pour l'instant, ma compréhension, c'est que la compétition, elle se fait surtout avec le végétal, et très peu avec la viande conventionnelle. Mais on est à un stade où le produit n'existe pas encore sur le marché, donc les gens connaissent mal le produit, ce qui joue sur leur compréhension, etc. C'est possible qu'en fait, une fois que le produit sera disponible à plus ou moins grande échelle, quand les gens seront beaucoup plus familiers, en fait, ce sera plus le cas, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus aujourd'hui d'études pour comprendre justement ces effets de substitution, pour comprendre notamment l'approche par rapport aux produits hybrides. Et si on trouve uniquement des effets de substitution entre végétal et cultivé et que les produits hybrides, les gens les rangent à la même catégorie mentale que le full végétal, bah, à ce moment-là, moi, je serais dirigé de dire, en fait, le cultivé, on arrête, quoi. En tout cas, en tant qu'asso de l'électrice efficace, c'est pas une solution qui est suffisamment efficace, justement, pour la promettre, pour la promouvoir. Et si des entreprises font ça dans leur coin, bah, tant mieux, whatever. Mais par contre, faut pas que JFI continue de promouvoir ça, faut pas que Provenge le promouvoie, faut pas que les gens dans l'AE voient ça d'un bon œil, quoi. Mais il y a aussi un petit coin, on va dire, des protéines végétales que je trouve qui sont encore pas arrivées, je veux dire, à faire vraiment une compétition honnête, on va dire, avec l'industrie de l'élevage normal, quoi. C'est traditionnel, c'est les fromages, c'est les œufs, c'est les deux trucs. J'ai l'impression, moi, j'ai du mal. Pas les fromages végétaux, il y en a qui sont pas trop mal, mais ça fond pas bien. Enfin, il y a plein de trucs, ça m'embête. Et les œufs, j'arrive pas à faire des gâteaux vegan, quoi, ou des crêpes. Enfin, si, ça se fait, il y a des recettes, mais je veux dire, bon, je sais pas non plus la faisabilité d'utiliser des cellules animales pour faire du fromage ou des œufs carrément, mais c'est peut-être un secteur qui pourrait peut-être se substituer et du coup on aurait vraiment deux branches comme ça des protéines alternatives. Je sais pas. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui est très différente pour faire des œufs ou du fromage cultivé, enfin cellulaire, versus de la viande cellulaire. En gros, pour le fromage ou les œufs, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle de la précision de fermentation. Donc, en deux mots, on va prendre un micro-organisme qu'on va modifier génétiquement pour que quand on le nourrisse avec du sucre ou autre chose, plutôt que de produire ce qu'il produisait de base, il produise notre protéine d'intérêt. Donc par exemple de la caséine, du lactosérum, si on veut faire des produits laitiers. En fait, ça c'est une technologie qu'on connaît très bien. C'est déjà ce qu'on fait pour typiquement produire de l'insuline depuis plus de 30 ans. C'est déjà ce qu'on fait pour produire aujourd'hui ce nom m'échappe. Ce qu'on met pour que les fromages coagulent. Ouais, je sais pas. J'ai oublié, c'est un nom, en gros, qui autrefois était prélevé, en fait, dans l'estomac des veaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est produit synthétiquement, via cette méthode-là. Donc, ce qui change, en fait, c'est les quantités de production.
entre le fait de produire de l'insuline et ce truc dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, le nom m'échappe. Présure, c'est la présure. La présure, ouais, la présure. Ok, donc oui, tu vois, pareil, la présure, en gros, c'est un peu la même techno, mais à une échelle différente et avec une autre protéine d'intérêt, puisque maintenant, ce qu'on veut produire, ça va être, comme je disais, typiquement, caséine, ectosérum, ça va faire des produits laitiers. Mais en fait, c'est une techno qui, donc, d'une part, est mieux connue, d'une part, est plus simple à scale et compagnie. Et autant moi, je suis assez peu optimiste par rapport à la viande cultivée, autant je suis plutôt optimiste par rapport à cette techno-là. Et d'ailleurs, en fait, aux US, tu peux déjà acheter dans pas mal de magasins des produits laitiers qui ont été produits via cette techno. C'est la société qui s'appelle Perfect Day et qui vend des produits et je crois que elle fait pas directement des produits, je crois. En tout cas, elle vend à des marques qui font des produits, mais en tout cas des produits qui utilisent des protéines produites par Président d'Alimentation, par Perfect Day. Ils sont distribués aux États-Unis dans, je crois, genre 7000 ou 10 000 supermarchés. En tout cas, c'est rien à voir avec ce que fait la viande cultivée. Ou c'est juste un magasin, un restaurant ponctuellement de temps en temps. Là, non, c'est des produits qui sont disponibles régulièrement dans des milliers de supermarchés à travers le pays, etc. Donc, c'est déjà beaucoup plus scale que la viande cultivée. Ce sera plus facile de scale dans le futur. Et moi, c'est un produit vegan. Il y a quand même de l'élevage animal derrière qui. Non, du coup, il y a rien du tout d'animal, quoi. Enfin, c'est. D'accord. Ce serait des produits laitiers, ça. Ouais, pour ça, produits laitiers, en fait, tu peux regarder, c'est Perfect Day sur. Perfect Day, ok, je vais. Sur Google, tu vas pouvoir trouver. Ils ont peut-être changé le nom entre temps. Attends, Perfect Day. Ah ouais, Sustainable Animal Free Dairy and Protein. Exactement, ouais, c'est ça. Ah oui, donc ils font des gâteaux, mais ils font plein de trucs, de la chantilly, des trucs comme ça. Des glaces, des yaourts, plein de trucs. Ils sont déjà vendus, et les produits qui utilisent leur techno sont déjà vendus dans plein de supermarchés. Donc ça n'a rien à voir avec la viande cultivée. Moi, je suis assez confiant qu'on aura ces produits-là. En tout cas, la techno est quand même assez différente de la viande cultivée, même si on range ça souvent sous l'étiquette agriculture cellulaire ou acellulaire. La techno est différente, bien plus mature. Plus facile à scale up et moi je suis assez confiant qu'on verra ces produits-là dans les prochaines années se développer et que vous pourrez manger une pizza avec une mozza synthétique bien avant de pouvoir manger un produit à base de viande cultivée. Ah, ça serait bien, hein, parce que ça c'est vraiment le truc. J'en rêve. C'est le plus dur à enlever de l'alimentation, je trouve. Passer de végétarien à vegan, c'est dire adieu au fromage. Adieu. Ouais, c'est parce qu'on est français, ça. Les autres pays, ils ont moins. Ouais, en Inde ou en Asie, en général, ils sont pas trop fromage. Donc, ça la dérange pas trop. Mais même, des fois, des petits, un croissant ou des conneries. Mais bon, du beurre, par exemple, c'est un truc. Et donc, si jamais, la viande cultivée, c'est pas le panacée qu'on imaginait, quelles sont les autres approches pour réduire la souffrance animale et l'impact environnemental des systèmes alimentaires? C'est qu'on devrait concentrer le plus de nos efforts et nos ressources. Ouais. Bon, en général, moi je reste assez optimiste par rapport aux protéines alternatives plus généralement. Donc on a beaucoup du végétal et moi je crois beaucoup à la viande végétale, même si en ce moment on a l'impression que c'est un peu moins le vent en poupe qu'à une époque. Je pense que ça va être relativement passager, mais que c'est vraiment une de meilleures solutions sur le moyen et long terme. Je pense aussi que celui dont on parle le moins, mais qui peut faire des belles surprises, c'est les mycoprotéines. Donc à base de fibres de champignons en gros. Typiquement, c'est des produits qui existent depuis très longtemps. Tu connais peut-être la marque Quorn, Quorn. Ouais. C'est un peu remini. Ouais, en fait, ça c'est pas du végétal, c'est des mycoprotéines. D'accord. Et t'as de plus en plus de boîtes qui font des alternatives à la viande avec des mycoprotéines. Et apparemment, c'est assez prometteur. Et c'est des produits qui en plus sont nutritionnellement assez riches en protéines, assez denses, des très bons produits. C'est moins transformé que le végétal, a priori également. Donc ça a pas mal d'intérêt et ça peut, je pense, convaincre des consommateurs. Et on a des bonnes perspectives pour essayer de réduire les coûts. Enfin, tu vois, Quorn, c'est depuis 30 ans sur le marché et même c'est plus cher que la viande conventionnelle. En tout cas, ça peut être commercialisé et être profitable. Donc ça, pour moi, c'est un peu un truc dont on parle le moins mais qui a de l'intérêt. Et après, t'as d'autres choses assez prometteuses dans tout ce qui est protéines par fermentation. Typiquement, t'as des boîtes type Air Protein ou Solar Foods qui, eux, font de la capture de carbone dans l'atmosphère. Et je connais pas très bien le système, mais en gros, je crois que c'est par électrolyse. Ils en font une sorte de poudre qui est riche en protéines et qui sert de farine, en fait, au même titre que la farine de soja ou de pois chiches, etc.
pour ensuite faire des produits qui sont soit destinés à l'alimentation animale, donc ça c'est pas bien, soit destinés à l'alimentation humaine, donc ça on aime bien. Et avec ce produit, il faut juste faire gaffe en fait, est-ce que ça serve pas juste à réduire le coût de l'élevage et à rendre la viande encore moins chère. Je pense que c'est un peu le risque de ces produits-là, mais ça peut aussi servir à faire des très bons substituts à la viande avec un impact environnemental qui est très faible. Et moi, pour l'instant, c'est encore assez prospectif ces trucs-là. Il y a quelques boîtes qui bossent là-dessus et les analyses économiques sur le sujet sont un peu mitigées. Pour l'instant, ça coûte cher, mais on pense que ça pourra coûter moins cher dans le futur. Mais en tout cas, c'est une piste à explorer très certainement. Et en général, tout ce qui est, on va dire, protéines microbiennes, etc., ça peut être intéressant. En gros, toutes ces protéines qui sont produites par fermentation via différents types de micro-organismes. Est-ce que tu penses, toi, finalement de l'élevage d'insectes, est-ce que c'est ça déjà, c'est pas super dit, c'est pas sûr que ce soit cruelty free comme on dit, mais ouais, je sais pas où ça en est. Ouais. Alors juste un dernier point. Je pense qu'il faut pas qu'on néglige les protéines végétales classiques en fait, type lentilles, pois chiches et compagnie. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui sur le marché que il y a une résurgence des produits végétaux plus simples. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont un peu moins attirés par le Beyond Burger, mais un peu plus par des alternatives type steak de pois chiches, tu vois, mais enfin, où le truc ressemble pas forcément à de la viande. Et en France, des produits comme Harry & Co, pour ceux qui connaissent, en tout cas, qui est une formulation qui est plus simple, plus saine, moins transformée. On voit que ça intéresse en fait de plus en plus de gens. Une partie des consommateurs qui finalement est plus tant intéressés que ça par le fait de voir imiter la viande. Ces produits-là, je pense, sont pas à négliger. Il faut pas se dire que c'est juste une question de ressembler à la viande en fait. Je pense qu'il y a toute une partie du marché du végétal qui aura pas besoin du tout de ressembler à la viande pour occuper une part importante du marché tout simplement, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de recettes. Il y a plein de recettes, il y a plein de recettes qui s'intéressent pas vraiment à avoir une sorte de fausse viande à côté de ton plat principal. C'est juste le plat principal, il est bourré de protéines végétales avec des pois chiches, du quinoa, il y a plein de trucs que tu mélanges et j'ai fait des découvertes. C'est ça, et c'est sain, c'est bon pour la santé, c'est pas cher et en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui seront attirés par ça et même le tofu, je pense que c'est un truc qui culturellement peut se développer et bien fonctionner parce que c'est pas cher, ça a pas beaucoup de goût, donc on va dès que tu fais des plats en sauce, ça va se gorger de ta sauce, ça va être super bon. C'est sain, ouais, tu vois. Je pense qu'il y a tout un segment de consommateurs, typiquement les gens un peu sportifs, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui sont peut-être un peu plus méfiants des substituts à la viande ultra transformés. Mais par contre, si tu arrives à les convaincre de ces produits végétaux là, transformés mais riches en protéines, peuvent être de très bons clients, tu vois. Mais c'est juste une question plus culturelle et d'éducation qui doit être faite. Mais en tout cas, je pense que ça va jouer une part importante dans le futur. Et donc oui, les insectes. Les insectes, ça tombe bien qu'on en parle parce que, en fait, en plus de mes activités de recherche en tant que doctorant, je suis aussi conseiller scientifique chez l'ONEI, qui est l'Observatoire national de l'élevage d'insectes. Et avec Corentin Biteau, qui est le président, et des gens de The Insect Institute aux US, on a écrit plusieurs papiers, des reviews notamment, sur les questions de l'élevage d'insectes, qui portaient sur plusieurs aspects, que ce soit l'aspect économique, l'aspect environnemental, l'aspect acceptabilité par les consommateurs. Et en fait, ce qu'on disait, c'était que, à bien des égards, l'élevage d'insectes, c'était pas du tout prometteur. Sur le plan environnemental, en fait, pour un truc à savoir, c'est que l'élevage d'insectes, aujourd'hui, essaye pas du tout de remplacer la viande. C'est avant tout remplacer l'alimentation animale, donc animaux de compagnie et l'élevage, et une faible part du marché qui est dédié à l'alimentation humaine, mais c'est des produits qui sont pas des substituts à la viande, mais des produits type barres protéinées pour sportifs, des trucs apéro, dans des pâtes, etc. Donc en fait, même si c'est des produits qui sont riches en protéines, en termes d'usage, en termes de fonction, c'est pas des substituts à la viande. Et donc en fait, les gens vont manger ça, a priori, en plus de la viande et pas à la place de la viande. Donc en fait, finalement, on peut même se demander pourquoi on ne met pas d'insectes pour remplacer la viande, alors que c'est pas du tout ce que fait le secteur, tu vois. En fait, l'image qu'on a des insectes est très éloignée de ce que fait aujourd'hui l'industrie. Mais malgré ça, quand on compare du coup l'impact des insectes à celui de la viande conventionnelle, c'est mieux que le bœuf, mais évidemment, parce que tout est mieux que le bœuf, qui a un impact démesuré. Mais par contre, c'est pas forcément mieux que la viande de poulet et la viande de cochon sur le plan environnemental. Sachant qu'encore une fois, c'est pas des produits qui sont là pour remplacer la viande aujourd'hui, et c'est pas du tout la direction que prend l'industrie. Un point important aussi à mettre en avant, c'est que ça coûte cher, très cher, les insectes aujourd'hui, que d'ailleurs beaucoup de boîtes sont en train de se péter la gueule
un peu partout dans le monde. En France, avec Insect, Agronutrice, mais pas que. On a aussi récemment au Danemark une boîte qui s'est pété la gueule. Dans d'autres pays, l'hémisphère sud aussi. Partout, il y a des grosses difficultés. Parce qu'en fait, beaucoup des promesses de l'élevage d'insectes se sont faites sur des scénarios qui sont pas du tout réalistes et qui correspondent pas du tout à ce que fait aujourd'hui l'industrie de l'élevage d'insectes. Par exemple, les insectes ont été vendus avec un modèle d'économie circulaire, qui est de dire qu'en gros, tu vas donner à manger à tes insectes des déchets agricoles, des déchets alimentaires qui aujourd'hui ont pas de valeur économique et qui n'ont pas trop d'usage. Et donc, ça fait que ces produits auraient été peu chers, voire même en fait gratuits. Enfin, les gens t'auraient payé pour que tu leur en débarrasses. Et tes insectes se nourrissaient avec. Et après, ça te faisait des super protéines. Et en plus, les insectes faisaient du fraise, donc c'est les excréments qui servent d'engrais. Et super, tout va bien, c'est génial, c'est circulaire, on perd rien se crée, rien se perd, tout se transforme. En fait, sauf que ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout ce que font les boîtes, pour plusieurs raisons. D'une part, en fait, il y a plein de ces déchets qui n'en sont pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà d'autres cas d'usage ailleurs. Typiquement, pour l'alimentation animale conventionnelle, si on pense aux graisses de brasserie, aux sondes de blé, etc., c'est déjà utilisé par l'alimentation animale conventionnelle. En fait, c'est pas vraiment des déchets, quoi. Et du coup, ça a une valeur économique et ça coûte cher pour les insectes. Et tu crées de la compétition avec d'autres produits, mais aussi avec tout ce qui est en ce moment, on va dire, biométhane, méthaneva et compagnie, qui se développe, et qui utilise du coup ces déchets agricoles et ou alimentaires. En fait, c'est pas autant un déchet que ce qu'on pensait. Ensuite, il y a une partie de ces produits qui peuvent pas être utilisés pour les insectes pour des raisons soit réglementaires, soit sanitaires. Par exemple, tu peux pas donner à manger d'excréments à tes insectes et ensuite manger tes insectes. Sanitairement, c'est pas top parce qu'il peut y avoir des maladies et trucs comme ça. Et du coup, c'est pas autorisé. Idem évidemment pour tout ce qui est déchets d'abattoir. Les abattoirs, ce serait des déchets qui seraient super pour les insectes parce que ce serait très riche en protéines. Aujourd'hui, ça n'a pas de grande valeur économique. Mais en fait, depuis la crise de la vache folle en Europe, on n'a pas le droit de donner à manger à des animaux d'élevage des farines d'animaux ou des matières animales. Exception faite pour les poissons d'élevage, comme les saumons, qui se nourrissent avec des farines de poisson. Mais en fait, en tout cas, c'est compliqué d'obtenir l'autorisation de faire consommer à tes insectes des produits d'origine animale si ensuite ils sont consommés soit par les animaux d'élevage, soit par des humains, pour des risques de transmission de prions ou de saleté comme ça. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres de ces déchets qui peuvent pas être utilisés pour des raisons réglementaires. Une autre raison, c'est que les insectes, en fait, tu peux pas les nourrir avec tout et n'importe quoi, sinon ils grandissent pas très bien. Ils grandissent moins vite, il y a plus de mortalité et compagnie. Et bref, donc pour toutes ces raisons et pour plein d'autres, en fait, ça fonctionne pas, les modèles qu'on imaginait qui étaient un peu optimales. Et le fait que ces modèles optimaux ne fonctionnent pas, ça a un impact à la fois sur l'impact environnemental attendu, c'est-à-dire que du coup, vu qu'on n'utilise plus des déchets, mais des produits comme des céréales ou des coproduits ou sous-produits qui ont déjà une valeur, en fait, tu augmentes ton impact environnemental. Et en plus à ça, ça ajoute les coûts de l'énergie et qui ont été sous-estimés pour les insectes, parce que ces insectes, il leur faut entre 25 et 30 degrés pour être confortables et grandir correctement, ce qui représente à la fois beaucoup d'énergie, en fonction de comment ils produisent son énergie, un impact environnemental plus ou moins important, et donc un coût économique également important. Mais donc du coup, ces hypothèses, on voit qu'elles se sont pas révélées justes, donc aujourd'hui, on fait des choses différemment, et parce qu'on les fait différemment, et les hypothèses moins optimales, il y a un impact environnemental qui est plus fort, il y a un impact économique qui est plus important que ce qu'on pensait, ce qui fait que beaucoup de boîtes n'arrivent pas aujourd'hui à s'en sortir financièrement, et plus ce que je disais sur le fait que en fait ça remplace pas la viande, quoi. C'est pas du tout la direction que prend le marché. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, et le fait que les consommateurs sont a priori pas super intéressés par les insectes, pour moi c'est très 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 peu prometteur, sans même considérer bien sûr l'aspect éthique. On peut se dire, en fait, il y a de plus en plus d'études qui suggèrent que les insectes sont capables de souffrir, et sachant qu'il faut une quantité astronomique d'insectes pour remplacer la même quantité de viande, en fait, est-ce que c'est vraiment mieux sur le plan éthique, tu vois? Il y a des doutes raisonnables. En fait, même si tu exclus ça, les insectes, c'est une mauvaise solution pour tous les aspects que j'ai abordés, donc impact environnemental plus important que ce qu'on pensait, c'est coûteux à faire, l'utilisation est compliquée, et en fait, beaucoup de choses qu'on pensait vraies sur les insectes se sont avérées ne pas être possibles dans la pratique. Ouais, c'est bon à savoir aussi, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on entendait il y a un petit peu moins, j'ai l'impression, ces derniers temps, mais à un petit moment, c'est un petit peu aussi le même problème avec l'agriculture verticale. Il y a beaucoup de promesses, mais au final, quand tu fais le calcul, tu te rends compte qu'en fait, tout ce qui est alternative à l'agriculture traditionnelle,
Voir si t'es dans l'espace et que t'as pas le choix, ça reste compliqué de trouver des... Ce qu'on se rend pas compte, c'est que l'agriculture, on va dire, traditionnelle, elle bénéficie littéralement de millénaires d'optimisation et d'amélioration. Et en fait, c'est pas facile, enfin, c'est pas facile de retrouver ce niveau de productivité et d'optimisation, même en quelques années, quoi. Quand derrière, tu as des millénaires d'optimisation, de sélection de tes espèces les plus productives, de tes plants les plus productifs, que tu es sélectionné pour répondre à tes caractéristiques, etc. Une agriculture qui est prodigieuse à bien des égards. Et on l'oublie un peu parce que c'est dans le quotidien, mais ça fait que forcément, ça devient vite très dur de trouver des atteintes. Et en fait, la réussite du végétal est déjà assez impressionnante quand tu considères ça, en fait. Qui font face à des produits qui ont bénéficié d'énormément de fonds et de ressources pour être optimisés. Notamment les produits animaux. L'exemple qu'on donne souvent, c'est les poulets de chair qui, entre les années 50 et aujourd'hui, je sais plus, ont genre atteint leur poids d'abattage genre 3 fois plus vite, un truc comme ça, peut-être même plus. Bon, bah voilà, c'est incroyable quand tu y penses. Ouais, pour le coup, c'est les organismes génétiquement modifiés, quoi, quand on regarde vraiment bien ce qui s'est passé. C'est la sélection artificielle pour avoir des machins qui sont même pas capables de tenir debout. D'un point de vue animal, c'est plus des animaux, quoi, c'est, malheureusement. En fait, c'est des animaux qui pouvaient plus vivre, normalement, enfin. S'ils n'étaient pas abattus au bout de 3 semaines, un mois, en fait, ils auraient été un problème de santé qui mourraient très jeunes, quoi qu'il arrive. C'est des individus qui sont plus faits pour vivre, quoi. Ils sont juste faits pour s'engraisser. Sur le plan scientifique, c'est impressionnant d'arriver à ce niveau d'optimisation et de production. Et c'est pour ça qu'on a la viande aussi peu chère, quoi. Parce qu'on a une optimisation de fou furieux. D'où le fait que c'est dur de trouver des alternatives à la viande, quand en plus tu as la question des subventions, où en fait tu te bats pas à armes égales, en fait. Puisque la viande est très subventionnée en Europe et dans d'autres pays, d'autres régions du monde, alors que le végétal l'est beaucoup moins. En plus, la viande, on ne paye pas son vrai coût, puisqu'on ne prend pas en compte toutes les externalités négatives sur l'environnement, sur la santé. Mais en fait, rien que si on se disait, bon, on n'améliore pas la technologie du végétal aujourd'hui, mais par contre, on bouge les subventions pour qu'elles soient moins vers la viande et plus vers les protéines alternatives, et en plus on met une taxe carbone sur la viande, bah je peux t'assurer que d'un coup le plus compétitif c'est plus la viande, c'est le végétal, tu vois. Donc la question elle est technique et politique à bien des égards. C'est aussi important de faire des progrès sur le plan technologique et technique, réussir à réduire les coûts, que d'arriver à avoir ces changements politiques sur les subventions, sur pourquoi pas prendre en considération le coût social de la viande et compagnie. Les deux sont utiles et servent in fine à la démocratisation des protéines alternatives. Ok, donc du coup, par rapport à ton article, comment il a été un peu reçu pour l'instant? Ça fait quoi, quelques jours, enfin une semaine et demie, ouais, quelque chose comme ça. Semaine. Ouais. Bah, il a été plutôt bien reçu. Je pense que les gens étaient pas forcément tous d'accord, mais tous trouvaient ça, beaucoup de gens trouvaient ça intéressant, même sans être d'accord, en tout cas qu'évidemment un tous lequel fallait prêter attention et avoir en tête, et beaucoup de gens disaient qu'ils n'avaient pas assez ça en tête, sans pour autant qu'ils en viennent à la conclusion de la viande cultivée, c'est pas bien. J'étais contacté par un journaliste, je crois de Wired, qui disait qu'il trouvait ça super intéressant et qui était assez d'accord. Je sais que JFI, quand je leur avais envoyé l'article, ils m'ont dit, même si nous on n'est pas forcément d'accord avec tout, vous soulevez des points intéressants et sur lesquels il faut vraiment qu'on ait plus de données. Donc je pense que globalement, tout le monde n'est pas d'accord, mais reconnaissez que je soulevais des questions qui étaient importantes quand on parle vraiment de l'impact positif de la viande cultivée. Éventuel impact positif. Donc moi, je suis content et ouais, j'ai des bons retours et pas mal d'upvotes pour ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça fait réfléchir les gens, quoi. Donc c'est cool. C'est ce que j'espérais. Ouais, cool. Ouais, du coup, là, pour la suite, toi, t'as d'autres sujets d'intérêt, t'as envie d'explorer, soit directement lié à ça, peut-être tu disais que tu fais t'es un chercheur, quoi, d'une manière générale, au niveau de ta thèse, tu fais une thèse sur l'impact des protéines. Des thèses. Et donc, quels sont la suite, les projets? Ouais. Bah, du coup, j'ai quelques papiers à finir à la fin de ma thèse, et donc finir ma thèse, et notamment dans un de ces papiers, je m'intéresse aux effets de substitution, donc entre viande cultivée, viande végétale, conventionnelle et produits hybrides. Donc en fait, j'essaie un peu de répondre à la question que je soulève dans mon article sur les forums, de dire, ok, est-ce que vraiment c'est le même consommateur ou pas? Est-ce qu'il y a une forte élasticité prix entre les deux? Et quand tu prends en compte ces effets de substitution, est-ce que la viande cultivée c'est net positif? Les questions que j'essaie de répondre dans cet article, on a eu là-dessus pour faire une expé, donc c'est cool. Maintenant, il faut qu'on mette l'expé en place. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je serais très heureux de partager les résultats quand je les aurai. Et après, j'ai d'autres papiers sur la viande cultivée en cours que je suis en train de faire plus sur les aspects éthiques. C'est-à-dire, je bosse avec Antonin Broy de S France, qui est docteur en philosophie sur ces enjeux-là, où en fait, on s'intéresse un peu aux travaux qui essayent d'évaluer
le coût social sur le plan éthique de la viande. Donc en fait, un peu de la manière que les DALIs et les QALYs essaient de représenter avec une analyse coût-bénéfice des impacts sur la santé de certaines politiques publiques et donc des impacts sur, quantifier finalement certaines maladies, certaines maladies, etc. T'as des chercheurs qui ont commencé à développer ce qu'on appelle les AQALYs pour Animal QALYs, avec pareil, le même objectif d'essayer de quantifier sur le plan éthique la souffrance animale ou le bien-être animal, enfin les deux, enfin ça va de pair quoi, pour aider à la prise de décision politique. Et donc nous on se dit ok, on va s'intéresser à ces travaux qui essaient de quantifier le bien-être animal et on va voir en fait si on prend ça en compte, quel est l'intérêt de la viande cultivée en fonction de la part de viande qu'elle remplace. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, ouais, je vois, par rapport à la souffrance animale, ouais, du coup. En gros, c'est une approche on s'intéresse sur les bénéfices potentiels éthiques de la viande cultivée avec une approche quantitative en s'appuyant sur les travaux récents pour essayer de mesurer et quantifier le bien-être animal. Du coup, on va essayer de proposer une forme de pouvoir quantifier en fait ce que représenterait comme bien-être potentiel en plus ou en moins la viande cultivée. Une hypothèse de base, c'est de dire qu'en fait, si ta viande cultivée remplace des animaux qui ont une belle vie, son impact est négatif parce que en fait tu fais que ça remplace, c'est que des animaux qui auraient une bonne vie ne vont pas naître et ne vont pas exister. Le nombre de bien-être global va diminuer, mais si ça remplace des animaux qui ont une vie terrible, son impact peut être très positif. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de quantifier ça avec différents scénarios en fonction de ce que la viande cultivée remplace. Si on remplace plutôt des viandes chères, donc comme le bœuf, etc., ou des viandes pas chères comme le poulet. Et donc ce que ça donne après sur le bien-être animal, pour essayer d'avoir pas un argument en faveur ou non de l'impact éthique de la viande cultivée. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est la frontière entre la philosophie, parce que de toute façon il y a beaucoup d'hypothèses sous-jacentes dans ce qu'on fait, notamment c'est un cadre qui reste relativement utilitariste, même si on essaie aussi de prendre en compte une sorte de killing malus, et killing penalty qui serait un malus intrinsèque à la mise à mort sur le bien-être, et à l'économie, parce qu'on utilise des outils économiques qui sont en cours de développement pour quantifier le bien-être animal, pour évaluer le bénéfice ou non de la viande cultivée sur le plan éthique. Voilà. Et du coup, c'est une approche qui n'a pas encore été trop faite, d'essayer de quantifier le bien-être. Et en fait, l'idée, c'est de dire que si on se rend compte que avec les résultats qu'on a, qu'il y a un énorme potentiel éthique de la viande cultivée, en fait, c'est peut-être, ça a plus de valeur et ça a plus de puissance que juste de faire une sorte de petites listes avec les plus, les moins. Imagine, tu dis, je veux boire de la javel, les plus, culinaire nouvelle, personne l'a fait, c'est intéressant, c'est nouveau, les moins, tu meurs. En fait, il faut pondérer un petit peu les avantages. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui critiquent un peu la viande cultivée sur le plan éthique en disant, mais écoutez, ça utilise quelques animaux quand même, on exploite un peu les animaux qui sont utilisés pour les cellules, on continue d'utiliser les animaux comme un moyen et pas uniquement comme une fin, plein de choses comme ça. En fait, ce qui a écouté, nous on montre que en fait, t'as un énorme bénéfice potentiel sur le plan éthique. Ça permet de relativiser un petit peu d'autres arguments critiques sur le plan éthique de la viande cultivée. Pour l'inverse, peut-être qu'on va trouver qu'en fait, selon les scénarios, la viande cultivée est pas toujours super intéressante. Bon, peut-être que si elle remplace que du bœuf, c'est des animaux qui ont déjà plutôt une belle vie. Et donc en fait, son intérêt est pas est pas trop là, quoi, et qu'en fait, l'intérêt éthique de la viande cultivée serait contingent au type de viande qu'elle remplace. Et que faudrait s'assurer que la viande cultivée remplace plutôt des viandes peu onéreuses comme le poulet pour qu'elle ait un impact éthique positif. Sinon, elle aurait pas un si bel impact que ça. En tout cas, c'est des questions qu'on se pose. C'est pas assez très clair dans ces autres papiers. Si, ça me paraît, de toute façon, pour moi, la première, on va dire, cause qui m'a fait, la raison qui m'a fait devenir vegan, c'est la souffrance animale. Donc, et j'ai toujours vu les protéines alternatives, notamment potentiellement la viande cultivée dans le futur, comme étant quelque chose qui pourrait réduire ça, parce que si on a moins d'animaux dans les abattoirs et dans les fermes intensives, surtout les animaux comme les poulets qui souffrent énormément, ou même les cochons, du coup, ça sera un net bénéfice. Mais un net positif, quoi. Mais évidemment, c'est difficile de quantifier ça. On a beaucoup plus facilement aujourd'hui sur les frigos là le classement des l'impact écologique, énergétique plutôt de notre frigo. Mais si sur la barquette d'œufs il y avait un impact bien-être des poulets, ce serait de 1 à 5 par exemple. Ce serait intéressant pour le consommateur, j'imagine. Pas évidemment pour les éleveurs, ils vont se battre absolument contre ça. Mais ça, je sais pas si ça verra un jour le jour. Mais ouais, c'est intéressant c'est intéressant pour les consommateurs et c'est aussi intéressant pour les preneurs de décision de te dire en fait telle politique que vous allez prendre
l'analyse coût-bénéfice qu'on fait, elle intègre aussi le bien-être animal. Et donc peut-être qu'une solution qui pouvait paraître pertinente, les moins une fois qu'on prend en considération l'impact que ça a sur le bien-être animal. Et en fait, en économie, c'est ce qu'on appelle la question de la fonction de bien-être social. En fait, pendant très longtemps, la fonction de bien-être social, elle a totalement exclu les animaux. Donc les bien-être animaux ne comptaient pas du tout dedans. Puis elle a compté uniquement à travers les préférences des humains pour que les animaux soient en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, personne qui aime les animaux, j'ai attribué de la valeur au fait que les animaux soient bien traités, donc je suis prêt à payer plus pour qu'ils soient bien traités. Donc ça va être pris en compte dans la fonction bien-être sociale, mais par contre, pas le bien-être de la poule ou la vache en tant que telle. Et l'idée, en ce moment, de travailler en économie, c'est de dire, OK, bah maintenant, il faut l'étape d'après et plus seulement considérer dans la fonction de bien-être social, le bien-être animal à travers les préférences des humains, mais avec les animaux pour eux-mêmes. Sauf que les animaux, en fait, ne parlent pas aussi bien que nous. En tout cas, on n'arrive pas à comprendre leur langage, on peut leur poser des questions complexes sur leur volonté à payer pour ne pas être égorgés, ou leur volonté à payer pour vivre dans une cage de 9 mètres carrés plutôt que 2 mètres carrés. Enfin, c'est au hasard. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Beaucoup d'économistes et chercheurs en ce moment qui travaillent là-dessus. Donc, je pense à mon directeur de thèse, Romain Espinosa. Mais c'est pas ça. On a Bob Fisher, par exemple, Rising Priorities, qui a travaillé sur cette manière d'essayer de quantifier le bien-être animal, avec bien sûr plein de subtilités à prendre en compte. Est-ce qu'on met le même est-ce qu'il faut attribuer la même importance aux expériences de chaque espèce? En gros, est-ce que tu as le même niveau de sentience pour un poulet, une vache, une truite, un humain, tu vois? Et du coup, à ce moment-là, il faut mettre un coefficient peut-être par espèce. Comment tu détermines ces coefficients? Ensuite, comment tu évalues le niveau de souffrance du bien-être de chaque animal, avec quelle métrique, etc. Voilà, c'est plein de questions. Mais je pense que proposer des analyses rigoureuses et des bons outils sera un très bon moyen de faire en sorte que les animaux soient mieux pris en compte dans la prise de décision politique. Et ensuite, éventuellement, aussi de développer au même titre qu'on a un Nutri-Score, un bien-être score, qui va être aux consommateurs de mieux se rendre compte quand ils achètent certains produits, ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ouais, c'est assez intéressant comme démarche et nous, on s'inscrit un peu là-dedans, mais du coup, avec l'interrogation sur... Cool. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, en tout cas, de ton papier, de ton article et de tout ce qui tourne autour de ça. C'est intéressant d'avoir fait aussi d'avoir pris le pouls sur la viande cultivée et les protéines alternatives pour ceux qui avaient écouté le premier podcast il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ça passe vite. Et donc super, moi ça m'a donné faim en tout cas. Je vais aller me faire un bon steak. Non, je rigole. Non, moi j'ai quelque chose de vegan, je sais pas, j'ai un burrito, je crois. Donc, Parfait. Ça va être sympa. Et puis, je mettrai l'article donc dans la description pour ceux qui veulent le lire, évidemment. Ce sera plus facile. Et je te souhaite bonne continuation. Merci encore d'avoir participé à ce podcast. Merci encore à toi pour l'invitation. Et si les personnes ont des questions par rapport à la viande cultivée ou aux protéines alternatives en général, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter, soit par Blue Sky ou LinkedIn, facilement trouvable normalement. Super. Bon, ça marche. À plus. Merci encore, Gaëtan. Salut.